Bonjour à tous et bienvenue dans 100% Sénat. Aujourd'hui, on vous propose de suivre le colloque sur les 120 ans de la loi 1905 sur la laïcité. L'occasion de revenir sur ce concept, certes familier, mais souvent méconnu dans son application et son histoire. Je vous laisse le suivre et on se retrouve juste après. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard Larcher, mes chers collègues sénatrices et sénateurs, mon cher collègue vice-président Pierre Ouzoulias, cher Monsieur le professeur Gilles Candard, chères étudiantes et étudiants de la Fédération française de débat et d'éloquence, cher public, nombreux ici bien sûr, mais aussi connectés, puisque cette conférence est connectée à la fois en ligne et à l'antenne de Public Sénat. Bienvenue au Sénat pour cet événement consacré à l'anniversaire d'un monument, je dirais républicain, âgé de 120 ans, la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État, qui a introduit dans notre droit le principe de laïcité. C'est un texte fondateur et ce soir, nous avons souhaité non seulement le commémorer, mais aussi le transmettre. Commémorer. Alors comment commémorer une grande loi qui a été intégralement dessinée dans les deux chambres du Parlement, où rien n'était gagné d'avance et où tout a été acquis par la discussion parlementaire et le sens du compromis de ses grands partisans. Un compromis dont d'ailleurs Gilles Candard nous dévoilera tous les ressorts. Car oui, des oppositions, des tensions, des fractures travaillaient déjà la société française en 1905. Je pense à Émile Combes, le militant de la séparation, qui alla même jusqu'à rédiger son testament avant de prononcer son fameux discours de Tréguier, dont nous écouterons un extrait dans un instant. Ce contexte doit sans doute nous faire réfléchir. Il doit aussi nous inspirer aujourd'hui, à un moment où notre société a plus que jamais besoin à la fois de dialogue, mais aussi de compromis. Alors faire des compromis dans la fabrique de la loi, ce n'est donc pas nouveau, mes chers collègues. Mais avant de rentrer dans la lecture commentée de ces textes de 1905, je vais tout de suite céder la parole à Monsieur le Président du Sénat, que je remercie pour son soutien pour l'organisation de cette soirée. Monsieur le Président, je vous en prie. Madame la vice-présidente du Sénat, je sais que notre collègue Anne Chain-Larché va nous rejoindre, Monsieur le vice-président du Sénat, Monsieur le président du groupe socialiste, cher Patrick Kanner, mes chers collègues sénatrices et sénateurs, ils se succéderont parce que nous avons des débats en ce moment en hémicycle sur le projet de loi de finances. Permettez-moi de saluer, mesdames et messieurs les professeurs, Gilles Candard, qui est là, le président de la Fédération française de débat et d'éloquence, et puis ceux qui vont s'exprimer et lire ces textes, chers lecteurs, et vous tous, soyez les bienvenus. J'ai aperçu Anne Chain-Larché là-haut. Je suis très heureux de vous accueillir avec mes collègues pour cet événement commémorant le 120e anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Je tiens à remercier tout particulièrement Sylvie Robert et Pierre Ouzoulias qui sont à l'origine de cette manifestation. Moi aussi, je veux saluer le président de la Société d'études jorésiennes qui présentera le contexte historique de la discussion au Parlement et les étudiants de la Fédération française de débat et d'éloquence qui nous feront partager des textes emblématiques des débats parlementaires mettant en valeur la liberté de conscience et la liberté de culte, texte d'Émile Combes, d'Aristide Briand, de Louis Méjean, de Jean Jaurès, de Georges Clemenceau, sans oublier le point de vue de représentants du culte. Je ne reviendrai pas dans le détail sur les débats parlementaires qui se déroulèrent à l'époque. Gilles Candard le fera bien mieux que moi. La loi de 1905 est le socle de la laïcité, dans laquelle le Sénat s'est fortement impliqué. Cette loi est un des piliers de la République avec la loi sur l'enseignement de 1882, la loi municipale de 1884 et la loi sur la liberté d'association de 1901. Au fond, l'esprit républicain conjuguait la laïcité, soufflait sur l'ensemble de ces textes, des débats et des lois qui en furent la conclusion.
le 6 décembre 1905, la loi est adoptée par le Sénat, 181 voix pour, 102 contre. Le texte examiné au Sénat a donné lieu à un débat, je dois le dire, de haute tenue, respectueux des opinions de chacune et de chacun. Afin que la loi soit définitivement adoptée avant les législatives prévues en 1906, les sénateurs acceptent de le voter conforme. Les textes que vous allez écouter reflètent en fait deux conceptions de la laïcité. Celle d'Émile Combes, d'une part, et celle d'Aristide Briand, d'autre part. J'ai eu l'occasion d'évoquer, lors du dîner des protestants, c'était le 19 novembre dernier, qui marquait les 120 ans de la création de la Fédération protestante de France, dans le sillage de la loi de 1905. Oui, ces grandes figures qui participèrent autour d'Aristide Briand à la rédaction de la loi, on l'entendra ce soir, je pense à Louis Méjean, qui souhaitait une séparation libérale, loin de la vision plus fermée d'Émile Combes. Et nous entendrons aussi un catholique libéral, le comte d'Aussonville, dont le descendant est aujourd'hui notre représentant à Monaco, expliquer que l'Église catholique aurait intérêt à adopter la loi de 1905. Ainsi, grâce au talent et à l'engagement des parlementaires de l'époque, et au premier rang desquels Aristide Briand, la laïcité est devenue un mode de régulation des espaces distincts du débat public et des convictions personnelles. Il y a une formule célèbre, la loi protège la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Tout est dit, et un certain nombre, je suis devant la présidente du Parti radical, se retrouvera autour de cette affirmation. La laïcité est entrée dans notre tradition, non pas dans une tradition morte, mais comme une tradition vivante, qui porte en elle les valeurs de notre histoire qu'il nous faut aujourd'hui transmettre. C'est bien pourquoi il est fait du quatrième principe de notre devise républicaine, bien sûr, liberté, égalité, fraternité, mais aussi le mot laïcité. Nous devons transmettre l'attachement à ces principes, qui sont dans notre pays un facteur de concorde nationale et de paix civile. Il nous revient d'expliquer sans cesse ce que laïcité signifie. C'est ce que nous faisons ce soir. Je redoute parfois que la génération que vous représentez d'aujourd'hui ne mesure pas tout à fait ce qu'elle doit à la loi de 1905, loi de respect, de liberté, qui a défini les principes d'une laïcité sans adjectif. Souvenez-vous, il y a quelques années, on a parlé d'une laïcité avec adjectif. C'est la laïcité à la française. La laïcité à la française est un tout qui dépasse une vision réductrice et asséchante que certains voudraient en donner. Elle repose sur le respect absolu de la liberté de conscience et de l'égalité des citoyens. Son principal ressort consiste en une foi profonde dans la raison. J'utilise intentionnellement ces deux mots, foi et raison. Nous devons donc par conséquent réaffirmer avec force notre attachement à la conception particulière de la laïcité française, qui détache absolument le politique du religieux et garantit à tous les citoyens, et notamment les femmes et les hommes, l'égalité de statut. Il a fallu émanciper la politique et la démocratie du religieux. En un mot, c'est Marcel Gauchet qui le dit très bien, avec lequel j'ai dialogué dans un opuscule paru en 2019. À un moment, on voulait donner un adjectif à la laïcité et sur lequel nous avions insisté tous deux sur l'absence d'adjectif au mot laïcité. Oui, il écrit « Il n'y a pas de loi de Dieu. Tout ce qui est pouvoir et contrainte légale, c'est-à-dire la loi dans la cité, relève de la volonté des citoyens et non pas d'une religion quelle qu'elle soit. » Mais entendons-nous bien, la laïcité n'est pas le désir d'effacer tout signe religieux de la société. C'est tout simplement le désir de mettre l'espace public à l'abri des emprises particularistes ou séparatistes. La laïcité est un cadre qui laisse à chacun le choix de son destin, en évitant qu'il se replie sur les communautés qui vont se concurrencer entre elles. La loi de 1905 est le résultat, en fait, d'un long processus de maturation.
qui s'est imposée au culte, parfois dans la douleur. La laïcité s'est construite notamment dans un affrontement à l'époque, il faut le dire, entre l'Église catholique et la République, qui s'est ensuite apaisée. D'autres religions en expansion ont fait irruption depuis. Je pense à l'islam, deuxième communauté religieuse en France, mais aussi au bouddhisme et à une certaine forme d'évangélisme lié au protestantisme. Face au risque toujours présent de communautarisme, de fondamentalisme, quel qu'il soit, je pense que nous devons rester vigilants et confiants dans nos valeurs. Aucune loi n'est supérieure, je le redis, à celle décidée par la démocratie. Il nous faut faire donc vivre et faire preuve de fermeté face au communautarisme sans pour autant ébranler le fragile équilibre bâti en 1905. Cela a été le cas dans les débats que nous avons eus pour la loi de 2004 encadrant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, dans les collèges et les lycées publics. Je rappelle que cette loi a été élaborée au sein de la commission Stasi, et c'est d'ailleurs le Sénat qui avait été choisi pour les travaux de cette commission. Je crois qu'elle mérite d'être appliquée sans faiblesse. Pour autant, les religions ont toute leur place dans la laïcité. Oui, toute leur place dans la cité. La laïcité ne s'oppose en rien aux faits religieux, qui est une donnée sociale et sociétale que l'on a sans doute peut-être trop négligée, tout comme l'attachement à des valeurs philosophiques qui ont structuré notre République. Elle doit être ressentie comme une protection de la liberté de croire et à exercer le culte de son choix. Il doit s'agir pour l'État, aujourd'hui, non pas d'être intrusif vis-à-vis des religions, mais de les accompagner en fonction des besoins qui leur sont propres, à partir d'un dialogue rénové. Au cours de mes mandats locaux, nationaux, j'ai toujours tenu à dialoguer avec les représentants des cultes sur l'ensemble des sujets majeurs. Le combat pour la laïcité va de pair avec la restauration de notre cohésion nationale. Il nous faut restaurer la transmission de ce qu'est la France, de ses valeurs constitutives. Ces dernières ne sont pas le fruit du hasard, elles sont les produits d'une histoire intellectuelle, complexe, nourrie de philosophie, de débats, de combats. Les débats sur la laïcité, l'intégration, l'égalité des chances, le droit des femmes nous posent une même question. Quelle France voulons-nous pour nous et pour nos enfants? Nous avons reçu un héritage en partage. Un pays riche de son histoire, de sa langue, de sa culture, une nation forte de ses valeurs et de ses idéaux. Notre pays, je crois, chacun doit en être fier, chacun doit se sentir dépositaire de son héritage. Chacun doit se sentir responsable de son avenir, en recherchant résolument l'unité des Français, en confirmant notre attachement à la laïcité, en faisant mieux vivre l'esprit de solidarité et de tolérance, en menant résolument le combat pour les droits des femmes, en nous rassemblant autour des valeurs qui ont fait la France. C'est ainsi que nous resterons une nation confiante. C'est ainsi que dans le sillage des promoteurs de la loi de 1905, nous pourrons réaffirmer l'ambition qui nous rassemble de bâtir pour notre pays un avenir autour des principes de la justice et du progrès. C'est l'un des grands défis lancés à nos générations. Je crois vous dire que la loi de 1905, certes, on l'a ajustée, mais elle n'a pas vieilli en tant que telle. Elle fait partie de ces lois absolument géniales du début de la Troisième République. Et puisque cette année, nous commémorons les 150 ans de la création du Sénat, en même temps comme l'affirmation de la République. Sénat et République sont nés ensemble et au même moment, dans un même dialogue. Je dois vous dire que ce défi qui est lancé à notre génération, nous avons le devoir de le relever. C'est en tous les cas le sens, j'allais dire, de faire mémoire, reprenant ces principes que je ne cesse de répéter d'Aragon: avenir, souvenir, nuance si légère, au feu de ce qui fut, brûle ce qui sera. Très bonne soirée. Merci, Monsieur le Président. Je vais tout de suite passer la parole maintenant à Monsieur Gilles Candard, qui va donc mettre en contexte les débats de la loi de 1905. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et merci pour l'invitation aux organisateurs de cette réunion. Alors, je ne vais pas vous donner tous les ressorts de la loi, juste rappeler
quelques points après le très brillant exposé de Monsieur le Président Larcher. Au terme de l'article 1er de la Constitution, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Son caractère laïque est notamment défini par la loi de 1905 qui, sans recourir aux mots, entend assurer l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Cette exigence avait été énoncée sous la Restauration par le grand juriste libéral Royer-Collard. Elle fut portée ensuite, au moment de la discussion de la loi, par le tribun socialiste Jean Jaurès et reprise par Aristide Briand, rapporteur de la commission de la Chambre des députés chargée de l'examen du projet de loi, et en fait par de nombreux parlementaires qui l'aient ou pas finalement voté, mais après avoir tous pris part à son élaboration. Et c'est là, à mon avis, le vrai secret, disons, de l'adoption de la loi et du caractère génial que M. le Président Larcher vient de souligner. La loi de séparation demeure en effet une masse de granit dans notre législation républicaine par sa double affirmation initiale. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice de culte, elle ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Cette loi marque ainsi une étape dans une histoire longue qu'ont étudié de nombreux historiens auxquels je me permets de vous renvoyer, René Raymond, Maurice Agulon, Jean-Marie Mayer, Jacqueline Lalouette, Maurice Larkin, Patrick Cabanel, Jean Bobéro, Jean-Paul Scott et bien d'autres encore. Vous avez toutes les lectures possibles qui vous ouvriront, disons, les chemins de la compréhension. Mais il faut insister sur un point ici, puisque nous sommes au Sénat. Cette loi est éminemment fille du Parlement, fille des procédures, de la culture et des politiques parlementaires. Elle est plus que beaucoup d'autres, car, pour des raisons qu'il serait peut-être trop long d'expliquer ici, elle est construite par une commission ad hoc de la Chambre des députés, présidée par le radical socialiste Ferdinand Buisson, député de Paris, avec donc comme rapporteur Aristide Briand, député de la Loire, qui se révèle dans l'occasion habile, efficace, désireux d'obtenir des changements durables. C'est un laïc convaincu qui va continuer longtemps après les votes de 1905 à jouer un rôle important dans le domaine de la laïcité et qui suivra la mise en œuvre de la loi pendant de nombreuses années. L'attention se focalise légitimement très souvent sur le débat à la Chambre des députés qui s'achève en juillet 1905. Quand la loi arrive au Sénat, le 9 novembre suivant, les jeux sont faits, pour reprendre une expression de l'historien Jean-Marie Mayer, puisque le bloc des gauches de l'époque y dispose d'une majorité des 2/3. Même si le Sénat n'amende pas le projet, puisque sa majorité souhaite éviter une navette parlementaire, plusieurs courants vont s'exprimer et faire valoir leurs craintes, leurs mises en garde ou les diverses attentes. Il me semble légitime de faire aujourd'hui écho à ces différentes interventions. Vous avez d'une part la droite catholique et monarchiste qui parle par la voix de 4 orateurs, Henri Pontier de Chamaillard, le vice-amiral et comte Jules de Cuverville, élu du Finistère, Gustave de Lamarzel et Charles Rioux du Morbihan. Sur un certain nombre de points, leurs critiques sont suivies par des républicains modérés ou progressistes, comme on disait à l'époque, notamment les anciens présidents du Conseil, Charles Dupuy et Jules Mélil, qui siègent dans le groupe de droite qui s'appelle Gauche républicaine. C'est le charme du Sénat de cette époque, qui se retrouve peut-être aujourd'hui parfois par ailleurs. Plus discret, les partisans de la loi laissent surtout s'exprimer le président de la commission, le sénateur radical de la Marne, Ernest Vallée, qui fut garde des Sceaux du gouvernement Combes, et son rapporteur, Maxime Lecomte, lui aussi radical et sénateur du Lot. 2 sénateurs de la majorité s'expriment avec force et il est légitime de se souvenir de leur intervention. Le 23 novembre, Georges Clemenceau, de la gauche radicale socialiste, élu du Var depuis 1902, dit n'être pas vraiment convaincu par ce nouveau texte qui privilégierait l'entente avec l'Église comme institution au détriment de la liberté individuelle des catholiques. Mais par discipline de parti, par solidarité politique, il vote néanmoins le texte. De même, Émile Combes, redevenu président du groupe de la gauche démocratique, exprime lui aussi des réserves
avant de voter la loi pour qu'elle puisse rentrer rapidement en application. Radicaux et laïcs, Clémenceau et Combes sont rivaux entre eux pour l'accès au pouvoir et en désaccord sur les modalités pratiques de la législation qu'il convient de mettre en place. Tous deux regrettent le transfert des établissements religieux des biens du culte à des associations qui, en se conformant aux règles générales du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées. C'est l'expression du très fameux, célèbre article 4 qui a été voté à la Chambre des députés. La tradition, qui n'est pas absolument prouvée, mais qui est probable, attribue à Jean Jaurès la formulation exacte de cet article qui permet l'accord entre une grande partie, disons, de la gauche anticléricale et une grande partie des modérés laïcs qui étaient très nombreux à la Chambre des députés, mais qui sont également très nombreux au Sénat. C'est cette formule d'équilibre proposée, assumée et patronnée par Jaurès lui-même, en accord avec Briand et la majorité de la Chambre, qui regrette en quelque sorte donc Combes et Clémenceau, qui jugent cette concession excessive, mais qui permet de comprendre le vote massif de la loi et finalement, à terme, son succès durable. Néanmoins, Combes comme Clémenceau ont voté la loi, adoptée par 179 voix contre 103. Excusez-moi, mais vous avez donné des chiffres dits en séance. Je prends les chiffres après rectification. C'est là aussi une vieille habitude. Oui, mais c'est quelques pages plus loin. 9 ne prennent pas part au vote et 3 absents par congé. La loi est votée le 6 décembre. Elle est promulguée 3 jours plus tard, ce sont les délais de l'époque, le 9 décembre 1905. Précisons que la loi de séparation, applicable sur le territoire métropolitain de l'époque, nuance importante, concerne bien entendu les cultes précédemment reconnus. Là aussi, c'est un terme de l'époque. C'est-à-dire les cultes qui sont liés par des accords officiels avec l'État et qui étaient jusqu'alors subventionnés comme tels. Donc, en dehors de l'Église catholique, les luthériens et les réformés depuis 1802, les juifs depuis 1808 et plusieurs dispositions sous la monarchie de Juillet. Ironie de l'histoire, le Vatican refusant les associations prévues par la loi et son principe même, la République devra trouver les moyens d'assurer la liberté des cultes, mais dans l'esprit voulu par le Parlement. C'est ce qu'elle fera, le plus souvent sous l'égide d'Aristide Briand, en 1907, 1908 et les années suivantes, jusqu'à la mise en place en 1924 des associations diocésaines. Long débat, parfois difficile, mais qui aboutissent, avec même, il n'est pas interdit de le signaler, en 2005, un satisfecit tardif et mesuré du pape Jean-Paul II à la laïcité française telle qu'elle s'est appliquée. Vertu du débat d'idées et donc de la démocratie. Merci beaucoup, Monsieur le Professeur, pour cette mise en perspective historique. Alors, avant de donner la parole à notre première oratrice, pouvez-vous nous dire un mot de cette figure de la Troisième République, vous en avez déjà parlé, souvent présentée par le grand militant de la laïcité, Monsieur Émile Combes. Alors, Émile Combes, sénateur radical de la Charente-Inférieure, c'était son nom de l'époque, là aussi, maire de Pons, est devenu président du Conseil en 1902. Sa politique est marquée par un anticléricalisme qui conduit à fermer de nombreux établissements détenus par des congrégations religieuses, ce qui provoque l'exil des membres de ces congrégations. La loi du 7 juillet 1904 interdit l'enseignement de tout ordre et de toute nature aux congrégations. Pourtant, en ce qui concerne la séparation, Émile Combes, désireux de contrôler de très près le clergé, ne la souhaite pas d'emblée. Mais la logique de cette politique va y mener. Les services du Sénat et le Forum ont choisi le discours du 13 septembre 1903, à mon avis de manière très judicieuse, car ce discours intervient au moment le plus fort des affrontements entre les laïcs anticléricaux et leurs adversaires, lorsqu'est inaugurée une statue de Renan face à l'église de Tréguier, le dimanche matin d'ailleurs, à l'heure de la messe.
Combes se défend d'en vouloir à la religion catholique en tant que telle, mais il critique l'attitude politique prise par une grande partie du clergé. La logique de sa politique qu'il va suivre ensuite, notamment la rupture en juillet 1904 des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège, va le conduire à engager le processus de séparation. Mais dans ce processus, la gestion des églises, biens mobiliers et immobiliers, le contrôle des ecclésiastiques reste à déterminer. L'affaire des fiches au ministère de la Guerre et un affaiblissement de sa majorité vont le conduire à démissionner en janvier 1905, 11 mois avant le vote que nous célébrons. Son successeur, un républicain modéré, mais membre de ce qu'on appelle à l'époque le Bloc des gauches, Maurice Rouvier, va continuer sa politique dans un registre plus tempéré, en devant gérer d'ailleurs l'éloignement progressif de sa majorité parlementaire par les socialistes qui sont en voie d'unification. C'est d'ailleurs ce double mouvement qui explique que la loi va être beaucoup plus pilotée que d'autres par des parlementaires, et notamment la Commission et Aristide Briand, et que les ministres chargés des cultes auront un rôle finalement très passif à chaque fois. Le processus législatif d'adoption de la loi de séparation va donc continuer selon sa logique prof, d'où le caractère décisif de la discussion parlementaire. Mais avant de revenir à celle-ci, il est intéressant d'entendre le point de vue de M. Émile Combes, tel qu'il expose à Tréguier en 1903 en compagnie d'Anatole France. La parole est donc à Émile Combes. Je vais donc appeler Émile Combes. Émile Combes est interprété par Audrey Pintor, étudiante à l'université de Paray-Saclay. Monsieur Combes, vous avez la parole. Comme libres penseurs et à l'exemple de Renan, nous refusons de nous courber sous un enseignement quelconque, de nous soumettre à un symbole, d'abriter derrière une croyance les doutes de notre intelligence. Nous faisons profession de consulter et de suivre en toutes choses les lumières de la raison. Mais nous n'affichons nullement la prétention d'imposer à autrui notre règle de conduite et notre méthode de raisonnement. À la différence du prêtre catholique qui ne monte en chair que pour jeter l'anathème à ceux qui pensent autrement que lui, nous n'ouvrons la bouche que pour réclamer en faveur de tout le monde la libre recherche et le libre examen. Ce n'est pas à la religion que nous nous attaquons, c'est à ces ministres qui veulent s'en faire un instrument de domination. La religion, en tant que sentiment inné du cœur de l'homme, échappe à notre prise, comme les autres sentiments. En tant que système de croyance, elle a droit à la liberté qu'aucun de nous ne songe à lui dénier. Son domaine est la conscience. Nous serions les premiers à le défendre si, par un acte législatif ou une mesure administrative, quelqu'un faisait mine de vouloir s'y introduire de force et s'y comporter en maître. Tout ce que nous demandons à la religion, parce que nous avons le droit de le lui demander, c'est de s'enfermer dans ses temples, de se limiter à l'instruction de ses fidèles et de se garder de toute immixtion dans le domaine civil et politique. Nous sommes entrés en lutte ouverte avec ces ministres parce qu'ils ont méconnu de parti pris le caractère essentiel de cette mission qui est exclusivement d'ordre spirituel, parce qu'ils visent manifestement à s'emparer de la direction de la société. Rien ne les arrête dans leur tentative d'empiètement. Ni les lois anciennes, ni les lois concordataires, ni les lois nouvelles de la République. Je n'aurais, pour vous en convaincre, qu'à retracer jour par jour l'histoire des 16 derniers mois. Il peut leur en convenir de nous représenter comme des sectaires parce que nous leur tenons tête avec une fermeté mal servie par la législation existante. Mais l'opinion publique ne s'y trompe pas. À ses yeux,
L'ennemi de la religion, ce n'est pas le gouvernement qui veut la séparer radicalement de la politique, en lui assurant la liberté dans la sphère qui lui est propre. C'est le ministre du culte qui associe délibérément la politique à la religion pour s'autoriser à mettre une main despotique à la fois sur la conscience et sur la volonté de la nation. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va donner la parole à notre deuxième orateur. Ce sera Aristide Briand. Mais auparavant, Monsieur Candard, dites-nous quel est le contexte de son discours. Alors là, nous revenons à la discussion parlementaire. C'est au moment où la loi est votée par la Chambre des députés, le 3 juillet 1905. Aristide Briand est un personnage très différent d'Émile Combes, avocat, journaliste, qui vient d'être élu député de la Loire en 1902. C'est à l'époque, ça changera après, mais c'est à l'époque le principal collaborateur de Jaurès, secrétaire du Parti socialiste français, rédacteur de l'Humanité chargé de la politique intérieure. Il s'est présenté à la demande de Jaurès pour être membre de la commission chargée de préparer la loi de séparation. C'est un laïc convaincu, membre du comité exécutif de l'Association nationale des libres penseurs de France, ancien directeur de La Lanterne, quotidien anticlérical. Il souhaite faire évoluer le pays, il estime nécessaire que le nouveau régime laïque soit mis en place, mais qu'il soit aussi accepté par la masse des citoyens attachés à l'Église catholique. Il est désireux aussi d'affirmer son autorité personnelle. Il va parvenir à s'imposer au sein de la commission et à imposer la dite commission comme l'instance décisive d'un travail parlementaire, à finalement échapper à toute marginalisation qu'auraient pu tenter les deux gouvernements successifs et à faire voter article après article la loi en débattant avec des parlementaires aux positions très diverses tels que Jaurès, Barthou ou Lègue, Vaillant ou Ribot. Donc une majorité qui va aller d'un socialiste héritier de la Commune de Paris et du blanquisme jusqu'au centre droit héritier de l'orléanisme. Admirez la performance. La majorité qui va adopter la loi par 341 voix contre 233 le 3 juillet est suffisamment large pour refléter un succès personnel qu'il va d'ailleurs pouvoir mettre à profit dans la suite de sa carrière politique, et c'est lui que nous allons donc maintenant entendre. Je vais appeler Aristide Briand à la tribune. Il sera interprété par Emmanuel Zoun, qui est étudiant à l'ESSEC à Cergy-Pontoise. Monsieur Briand, vous avez la parole. C'est maintenant l'heure des responsabilités. Il faut les assumer. La Chambre a jugé que la séparation était imposée à la fois par les principes républicains et par des circonstances dont chacun sait que la responsabilité remonte au Saint-Siège. Vous devez convenir que lorsque cette législature s'est ouverte, la question de la séparation ne se posait pas. Il a fallu les graves incidents provoqués par Rome pour la mettre à l'ordre du jour. La Chambre s'est résolument saisie du problème. On ne saurait lui reprocher d'avoir esquivé une seule des difficultés nombreuses et graves qu'il soulevait, d'avoir agi, comme on aurait pu le craindre, hâtivement, sous l'influence de passions politiques ou parce que la proximité des élections générales rendait la solution particulièrement pressante. Nous avons donné à l'étude, à la discussion de la réforme, tout le temps qu'elle méritait. Et nous avons permis, contrairement aux prévisions pessimistes qui s'étaient affirmées à cette tribune, à tous nos adversaires de faire connaître leurs raisons, de développer librement leurs arguments qui ont été écoutés et réfutés en toute conscience comme en toute courtoisie. Vous ne pouvez pas vous plaindre, messieurs, d'avoir rencontré chez nous un parti tyrannique, puisque dans plusieurs circonstances, sur des points graves, je pourrais dire
essentiel du projet, nous nous sommes rendus à vos raisons, désireux que nous étions de faire accepter la séparation par les nombreux catholiques de ce pays. Nous n'avons pas oublié un seul instant que nous légiférions pour eux et que les droits de leur conscience exigeaient de la loi une consécration conforme à l'équité. C'est dans cet esprit que nous avons entrepris et réalisé cette grande réforme. Au début, il faut bien le dire, le doute était parmi nous. Bien peu même des partisans les plus déterminés de la séparation eussent affirmé qu'au cours des longues délibérations qu'elle devait affronter, la réforme ne se briserait pas contre un écueil imprévu. Certains n'étaient pas non plus sans inquiétude sur les sentiments du pays. Grâce à l'esprit politique dont la majorité a fait montre, tous les écueils ont été heureusement évités. Grâce à ces 3 mois de discussions approfondies et minutieuses, l'opinion publique, pleinement éclairée par nos travaux, en attend désormais l'achèvement avec une patience et un calme qui attestent qu'elle en a déjà approuvé la conclusion. Nos collègues de droite nous avaient dit « Nous n'avons pas confiance en vous. Vous êtes une assemblée jacobine, sectaire, passionnée. Vous nous l'avez trouvé par la façon dont vous avez fait exécuter la loi de 1901. Nous ne pouvons attendre de vous aucune justice. Vous n'avez pas l'esprit libéral qui serait seul qualifié pour aborder un problème aussi délicat. » Et nous vous avons répondu « Vous nous connaissez mal. Nous vous le prouverons par notre sang-froid, par la raison et l'esprit de justice que nous saurons mettre au service de cette réforme. » Eh bien, je vous le demande, que pouvez-vous nous reprocher maintenant ? Vous êtes allés, au cours des années dernières, à travers ce pays, inquiétant la conscience des catholiques, leur disant « Prenez garde, une législature se prépare qui va fermer vos églises, persécuter vos prêtres, proscrire vos croyances. » Eh bien, nous voici à fin d'œuvre. Et nous vous disons, trouvez dans cette loi une disposition qui justifie vos griefs. Montrez un seul article qui vous permette de dire demain aux électeurs, vous voyez, nous avions raison de mettre en garde. C'en est fini de la liberté de conscience, c'en est fini du libre exercice du culte dans ce pays. Non, vous ne pouvez plus dire cela, car manifestement, ce ne serait pas vrai. Et la loi que nous vous avons faite, après 50 séances consacrées à une discussion aussi ample, aussi courtoise, aussi consciencieuse que vous la pouviez désirer, vous êtes obligé vous-même de reconnaître qu'elle est finalement, dans son ensemble, une loi libérale. Monsieur Le Roll lui-même a dû avouer que beaucoup de dispositions de cette loi étaient libérales. Oui, nous avons le droit de le proclamer, c'est bien une loi de liberté qui fera honneur à la République et qui doit incliner tous mes amis de ce côté de l'Assemblée à la signer joyeusement de leur vote. Ils ne risquent pas d'encourir à cet égard les reproches de l'opinion républicaine. Je disais que peut-être, de certains côtés, éprouverait-on quelque étonnement, même quelque mécontentement de la tournure pacifique prise par cette réforme. Hélas, sous l'influence des passions politiques, les hommes ne sont parfois que trop portés à nier tout progrès qui ne s'affirme pas par une violence au détriment de leurs adversaires. Dans ce pays où des millions de catholiques pratiquent leur religion, les uns par conviction réelle, d'autres par habitude, par tradition de famille, il était impossible d'envisager une séparation qu'ils ne pussent accepter. Ce mot a paru extraordinaire à beaucoup de républicains qui se sont émus de nous voir préoccupés
de rendre la loi acceptable par l'Église. Messieurs, l'Église, je le répète, c'est en France plusieurs millions de citoyens. Outre qu'on ne fait pas une réforme contre une aussi notable portion du pays, je vous demande s'il ne serait pas imprudent de provoquer par des vexations inutiles tant d'autres citoyens, aujourd'hui indifférents en matière religieuse, mais qui demain ne manqueraient pas de se passionner pour l'Église s'ils pouvaient supposer que la loi veut leur faire violence. Quand des hommes comme Gambetta, comme Jules Ferry, comme Paul Bert, comme Waldeck-Rousseau, qui n'étaient pas, je pense, insensibles aux principes républicains et qui, en fait d'anticléricalisme, avaient donné leurs mesures, ont reculé devant la réforme dont des circonstances imprévues nous ont imposé la réalisation. Leurs hésitations, leurs inquiétudes ne doivent-elles pas être pour nous un enseignement ? Ne nous font-elles pas un devoir de mesurer exactement nos actes au souci des grands intérêts républicains dont nous avons la garde ? Nous n'avons pas le droit de faire une réforme dont les conséquences puissent ébranler la République. Eh bien, je dis que tel que nous l'avons conçu, tel que nous l'avons réalisé, laissant aux catholiques, aux protestants, aux Israélites ce qui est à eux, leur accordant la jouissance gratuite et indéfinie des églises, leur offrant la pleine liberté d'exercer leur culte, la loi que nous aurons faite ainsi sera une loi de bon sens et d'équité, combinant justement les droits des personnes et l'intérêt des églises avec les intérêts et les droits de l'État. Maintenant, messieurs, permettez-moi de vous dire que la réalisation de cette réforme, qui figure depuis 34 ans au premier plan du programme républicain, aura pour effet désirable d'affranchir ce pays d'une véritable hantise sous l'influence de laquelle il n'a que trop négligé tant d'autres questions importantes d'ordre économique ou social, dont le souci de sa grandeur et de sa prospérité aurait dû imposer déjà la solution. La réforme que nous allons voter laissera le champ libre à l'activité républicaine pour la réalisation d'autres réformes essentielles. Bien, maintenant, nous allons écouter Jean Jaurès. Et je vais demander au professeur de nous présenter le contexte dans lequel il écrit l'article donc, sur la loi de 1905 dont il va être donné lecture. Monsieur le professeur. Merci, oui. Donc cet article est un peu antérieur au discours de Briand. Bon, c'est un choix déjà audacieux pour le très grand orateur qu'est Jaurès de ne pas avoir pris un discours, mais d'avoir pris un article de journal. Mais c'est aussi un grand journaliste qui écrit dans l'Humanité, le journal qu'il a fondé en 1904. Et cet article date du printemps 1905, justement au moment des discussions sur ce fameux article 4 qui prévoit en quelque sorte, qui donne en quelque sorte l'esprit de toute la loi. La politique, c'est l'affaire de la démocratie, et les lieux de culte, églises, temples, synagogues, mosquées éventuellement, c'est l'affaire des cultes qui y sont pratiqués. Donc c'est ça finalement le sens profond de l'article 4 qui est discuté à ce moment-là. Et Jaurès le présente dans son article pour aboutir. Il est remarquable de voir que, alors qu'en avril 1905, c'est le même mois où les socialistes font leur unité entre Jaurès, Gued, Vaillant et d'autres, donc Briand se sépare de Jaurès, puisque Briand, lui, va préférer finalement un destin de fréquent, de ministre, avec des majorités où il cherche la diagonale. Malgré cela, sur la question laïque, comme je le disais tout à l'heure, il y aura toujours une solidarité profonde entre Jaurès et Briand.
Jaurès saluera en 1906, en 1907, à plusieurs occasions, l'esprit de sagesse, de liberté, de paix de la politique gouvernementale, de la politique, alors évidemment, il ne l'attribuera pas au seul brillant, mais de la politique de la majorité républicaine dans le domaine laïque. Donc voici, disons, le sens général d'avril 1905 pour l'article de Jaurès. Et donc, je vais appeler à la tribune Alban Rochelois, qui est étudiant à Neoma Business School à Reims et qui va donc interpréter Jean Jaurès. Vous avez la parole. L'admirable discours de Briand a produit sur la Chambre une impression profonde. Ce n'est pas seulement par la fermeté de la pensée et de la parole, par la force et la sobriété du trait, par la vigueur offensive tempérée de bonne grâce railleuse et qui n'exclut jamais le respect de la liberté et du droit, que Briand a agi hier sur toute la majorité républicaine. C'est par l'accent d'autorité morale que donne à l'homme un long effort de travail, la scrupuleuse recherche de la vérité. Il a apparu à tous que la Commission et son rapporteur soumettaient au Parlement une œuvre étudiée, réfléchie et forte, contre laquelle se briseraient les objections hâtives et les manœuvres subtiles. À un moment, les Républicains ont été inquiétés par la surabondance des contre-projets et des amendements qui, de la gauche comme de la droite, venaient s'opposer au projet de la Commission. Ils se demandaient si le débat n'allait pas être comme submergé sous ce flot. Ils se demandaient même si une œuvre qui semblait susciter tant de controverses résisterait à la discussion. Or, de l'exposé si simple, si lumineux, si décisif de Briand, une vérité s'est dégagée hier avec une évidence irrésistible. C'est que le projet de la Commission, examiné dans son ensemble, dans l'équilibre de ses dispositions essentielles, était la solution la plus sage, celle qui est le mieux adaptée aux complications du problème, à l'état des esprits, aux nécessités politiques, celle qui ménage le mieux les transitions et transactions nécessaires, sans désarmer la société civile, sans compromettre les principes et sans livrer l'avenir. Beaucoup de républicains avaient, en l'écoutant, l'impression très nette qu'ils se seraient abstenus des critiques de détail qu'ils ont multipliées s'ils avaient mieux regardé le tout et considéré les divers articles de la loi dans leur dépendance mutuelle et dans leur enchaînement. Ils ont compris que bien des difficultés, bien des objections qui se sont offertes à leur esprit et qui ont suscité un peu hâtivement contre-projets et amendements avaient été examinés et résolus par la Commission et que celle-ci serait un bon guide. C'est un sentiment de sécurité, de confiance, de certitude qui a répondu à l'exposé décisif et sobre de Briand. Aussi, lorsqu'il a fait appel à l'esprit politique de la majorité républicaine, ce n'était point la ressource d'un rapporteur menacé, essayant de sauver les infirmités de la Commission par une abusive invocation à la discipline. C'était la sagesse avertie d'un homme qui veut épargner au parti républicain les tâtonnements du long effort que ses mandataires ont accompli et qui veut lui assurer, sans délai et sans risque, le bénéfice d'une œuvre sérieuse et pleine. Dès maintenant, le vote de la loi est assuré. Dès maintenant, il apparaît à la plupart des républicains que la sagesse commande de ne pas compromettre, par le hasard et le désordre des initiatives individuelles, la réforme que la Commission a soigneusement préparée. Pour nous, convaincus que là, et là seulement, et la certitude du succès, nous ne nous écarterons pas du tout du texte proposé ou accepté par la Commission. La victoire de la grande réforme est maintenant certaine, et la Chambre peut, d'une seule haleine, atteindre au but avant le 1er mai. Qui se refuserait à l'effort de séances multipliées et à une méthode de discussion ordonnée et de libre discipline, quand le prix de cet effort est une des plus grandes victoires que puissent remporter la République, la conscience et la raison. Tout ajournement serait une défaite, et toute défaite serait un désastre. Il faut aboutir. Merci aux étudiants. Je tiens à leur dire que je suis plus stressé qu'eux, mais que je vais être beaucoup moins éloquent. Vous allez voir. Monsieur le Président, merci.
pour votre confiance, pour votre présence ici avec nous, et merci aussi à tous les collègues. Je crois que c'était important de montrer que, au-delà de nos opinions, de nos convictions, on sait se rassembler sur l'essentiel. Voilà. Et aujourd'hui, la laïcité, c'est l'essentiel. C'est notre engagement républicain. Merci, Madame la vice-présidente, de m'avoir fait participer à cet événement. Messieurs, Mesdames, en vos grades et qualités, les anniversaires ont quelque utilité. Celui des 120 ans de la loi du 9 décembre 1905 nous donne le plaisir de relire des débats qui occupèrent la Chambre des députés durant 50 séances et le Sénat pendant un peu moins. Plusieurs mois de discussion en séance publique pour une loi qui forme toujours l'un des piliers de notre République 120 ans après. N'y a-t-il pas, Monsieur le Président, une règle qui lierait la longévité d'un texte législatif à la durée de son élaboration? Les lois de juillet 1881 sur la liberté de la presse, de mars 1882 sur les écoles publiques et de 1901 sur la liberté d'association obéissent au même système. Et il n'est pas étranger à notre propos d'observer que, avec la loi de 1905, elles instituent des libertés individuelles et collectives qui garantissent la manumission du citoyen et de la République. Cet anniversaire est aussi l'occasion de confronter l'intention des législateurs de 1905 aux vertus que l'on prête aujourd'hui à leurs lois, dans un contexte de pratiques religieuses radicalement différent et alors que la proportion de nos concitoyens qui se déclarent sans religion, agnostiques ou athées, tend à devenir majoritaire. Nul ne conteste plus les garanties qu'elle apporte à la liberté de conscience et à la liberté de culte. Plus personne ne considère que son objectif politique serait d'instituer une forme d'athéisme d'État par la persécution des croyants et plus particulièrement des catholiques. Reconnaissons tout de même que l'opposition de l'Église catholique à la séparation a été virulente et durable, et qu'il a fallu toute la diplomatie d'Aristide Briand et les accommodements raisonnables des dérogations introduites par la loi de 1907 et le document appelé Aide-mémoire Gaspari de 1921 pour que la République et le Saint-Siège renouent des relations diplomatiques et politiques. La critique s'accorde à penser que l'acceptation pleine et entière du régime de séparation ne fut acquise que lors du Concile de Vatican II par la constitution pastorale Gaudium et Spes du 7 décembre 1965. Il n'est pas sûr que l'Église dans sa totalité en ait aujourd'hui reconnu la légitimité. En 2025, il est donc communément admis que la loi de 1905 est une loi de liberté qui protège la liberté de conscience et la liberté de pratique religieuse des individus. 120 ans après, c'est la victoire définitive d'Aristide Briand contre le petit père Combes. Dans le conflit qui les oppose, le dernier des deux a défendu jusqu'au bout, dans une forme de concordat sans financement, la nécessité pour l'État de contrôler les cultes et leurs ministres afin de contraindre un pouvoir religieux qu'il concevait comme intrinsèquement pernicieux pour celui de l'État. Dans son discours de Tréguier, en 1903, qui vous a été lu, Émile Combes affirme avec force sa volonté d'assujettir les ministres du culte à l'exercice de leur seule mission spirituelle, c'est-à-dire de leur interdire toute opinion politique ou toute intervention dans les affaires de la cité. À plusieurs reprises, dans la dernière période, des voix se sont élevées pour demander que l'on restreigne l'activité des églises aux seules pratiques cultuelles et l'expression religieuse des individus à la sphère privée ou confessionnelle. C'est un peu le retour du combisme et d'un régime néo-concordataire qui instituerait une tutelle forte de l'État sur les cultes. Nous n'oublierons rien des attentats islamistes de 2015 et de leurs 150 victimes. Il existe un fanatisme religieux criminel qu'il faut combattre avec tous les moyens de l'État. Mais compromettre l'esprit libéral de la loi de 1905 pénaliserait indifféremment tous les croyants et fragiliserait pour le pire l'équilibre subtil trouvé par Aristide Briand. Lors des travaux de la commission spéciale,
Celui-ci déclarait, je le cite, « L'État, en se séparant des églises, ne les combat pas. Il leur laisse la liberté de se développer selon leurs lois propres. » L'esprit de la loi de 1905 réside dans ce double affranchissement, celui de l'État, dont les lois sont votées et s'imposent à tous en toute indépendance, et celui des églises, qui détiennent seuls le pouvoir de définir leur vérité religieuse. Cette double liberté définit notre régime de séparation et protège la conscience du citoyen croyant et non-croyant. Néanmoins, tout en reconnaissant l'absolue liberté de culte du citoyen, les législateurs de 1905 avaient aussi l'ambition de lui donner la capacité de s'émanciper des préjugés religieux qui l'entravaient dans la pleine jouissance de ses droits et dans l'exercice critique de son métier de citoyen. Cette ambition libératrice de la loi de 1905 est aujourd'hui un peu oubliée. Elle est pourtant très présente dans les écrits de Briand, Jaurès et Clémenceau. La séparation est pour eux un moyen de combattre l'autoritarisme de la hiérarchie catholique, c'est-à-dire le cléricalisme, considéré alors comme la prétention des clercs à dicter seul la conduite morale des individus. Pour Jaurès, le combat laïque est inséparable du combat social. Il déclare ainsi, je le cite, « Toutes les libertés humaines sont solidaires et l'esprit de l'homme ne peut se mouvoir librement dans les questions politiques et sociales si, dans les questions religieuses, il est rivé par des chaînes de fer au roc de la tradition. » Jaurès, qui n'est pas anti-religieux, pense même que la loi de 1905 pourrait libérer l'Église d'elle-même en permettant en son sein l'expression d'une pensée moderniste comme celle de la Belloisie. Donner la liberté à chacun de prendre conscience de son aliénation sous l'empire de préjugés d'ordre religieux par l'exercice de sa raison critique, voilà aussi l'ambition de cette loi et de la République de 1905, dans un projet qui est hérité des Lumières et inspiré de l'injonction kantienne « sapere aude » et le courage de te servir de ton propre entendement. C'est sans doute cette dimension du dessein laïque de 1905 qui est la plus mal comprise aujourd'hui. Peu à peu, le programme émancipateur de la République a été jugé oppressif ou totalitaire pour des entités individuelles dont la reconnaissance des spécificités est apparue comme une des conditions préalables de leur cohabitation. La laïcité de 1905 apportait une réponse à une question qui reste fondamentale. Comment fait-on nation ? Elle y répondait en associant tous les citoyens, indépendamment de leurs origines, de leurs croyances ou de leurs idées philosophiques et politiques, au projet d'émancipation des individus et de la société. C'est sans doute ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Vive la République, vive la laïcité, vive la France. Merci d'avoir suivi ce colloque sur les 120 ans de la loi de 1905 sur la laïcité. Rendez-vous sur notre site publicsénat.fr pour en savoir plus. Bonne journée à tous sur Public Sénat.